Bonjour, on s'est tous un jour ou l'autre posé des questions face à certains comportements, disons, un peu bizarres et répétitifs de nos chiens. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un guide vétérinaire pour essayer de comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce qu'on appelle les troubles compulsifs. Ah, le fameux chien qui tourne en rond pour attraper sa queue. On a tous déjà vu ça et c'est vrai, ça peut paraître mignon, un peu rigolo. Mais et si en fait ce n'était pas du tout un jeu? Et si c'était un véritable appel à l'aide, un signe de détresse? C'est exactement la question qu'on va se poser. Bon, pour y voir plus clair, il faut commencer par le commencement. La question c'est à quel moment une simple habitude, un petit tic, bascule et devient un vrai problème, quelque chose de nocif pour nos compagnons? Alors, mettons les choses au clair. Qu'est-ce qu'un trouble compulsif exactement? Eh bien, imaginez un comportement qui se répète encore et encore et encore de manière vraiment excessive. Et surtout, un comportement qui est complètement hors de propos, qui n'a plus rien à voir avec la situation. Voilà, c'est ça. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une mauvaise manie, non, c'est un véritable signe de souffrance. Ok, concrètement, à quoi est-ce qu'on doit faire attention? Il y a plusieurs grands types de signaux d'alarme. D'abord, les actions répétitives. On parle ici de léchage excessif, le fameux tournis, ce genre de choses. Ensuite, il y a les fixations orales, le chien qui mâche, qui suce, ou pire, qui mange des trucs qui ne sont pas de la nourriture. C'est ce qu'on appelle le pica. On a aussi les schémas locomoteurs, le chien qui fait les 100 pas, qui tourne en rond ou qui poursuit des ombres. Et enfin, les comportements vocaux, des aboiements ou des gémissements qui n'en finissent pas. Bon, maintenant qu'on a identifié les symptômes, la question qui vient juste après, c'est évidemment, mais pourquoi? D'où ça vient tout ça? Allez, on va essayer de décortiquer les causes profondes. Et attention, c'est un point absolument essentiel. Il ne faut surtout pas voir ça comme un mauvais comportement ou un simple caprice. Non, c'est le symptôme visible d'une détresse bien plus profonde, une détresse sous-jacente. Et ça change tout dans notre façon d'aborder le problème. Alors, quelles sont les causes possibles? Le guide vétérinaire nous donne en fait 4 grandes pistes à explorer. On peut voir ça un peu comme une enquête, avec 4 suspects principaux, la prédisposition génétique, le stress environnemental, d'éventuels problèmes médicaux, et puis aussi les comportements qui ont été appris au fil du temps. Prenons la première piste, la génétique. C'est un facteur bien réel. Le guide nous donne un exemple très parlant. Certaines races, comme les Bull Terriers, sont plus sujettes aux comportements compulsifs comme se poursuivre la queue. On voit bien ici que la génétique peut jouer un rôle indéniable. Et le stress environnemental alors? Là aussi, un exemple tiré des dossiers du guide est très clair. Imaginez un caniche qui, du jour au lendemain, se met à se mâcher les pattes de manière compulsive, juste après un déménagement. Le déclencheur, il est évident, c'est le stress énorme provoqué par ce changement d'environnement. Et puis, il y a une cause qu'on oublie parfois, la cause physique. Des allergies qui grattent, une douleur quelque part, ou même un problème neurologique. Tout ça peut être le point de départ d'une action compulsive. C'est bien pour ça qu'une visite chez le vétérinaire est absolument incontournable, pour écarter cette piste. Bon, avec toutes ces causes possibles, on en arrive à l'étape cruciale, le diagnostic. Comment est-ce qu'on fait le tri? Comment savoir ce qui se passe vraiment? Eh bien, c'est là que le fameux travail de détective du vétérinaire entre en jeu. Alors, comment ça se passe ce travail de détective? En gros, il y a 4 grandes étapes. Étape 1, on reconstitue tout l'historique du comportement. Quoi, quand, où, comment. Étape 2, l'examen médical pour être sûr qu'il n'y a pas une cause physique cachée. Étape 3, les entretiens avec les maîtres pour récolter un maximum d'indices sur la vie du chien. Et enfin, étape 4, l'observation du comportement en direct pour essayer de repérer les déclencheurs spécifiques. Ok, le diagnostic est posé, on a une meilleure idée du problème. La question, maintenant, c'est on fait quoi? C'est là qu'on passe au plan de traitement qui, comme on va le voir, repose sur 3 grands piliers. Et ce qui est super important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, pas de baguette magique. Le BID insiste beaucoup sur une approche globale, une sorte de boîte à outils qui combine plusieurs stratégies pour vraiment améliorer le bien-être du chien sur le long terme. Alors quels sont-ils, ces 3 piliers? Le premier, c'est la modification du comportement. En gros, on va apprendre au chien de nouveaux comportements plus appropriés. Le deuxième, c'est la gestion de l'environnement pour essayer de réduire le stress et les facteurs déclencheurs. Et le troisième, c'est le traitement médical, quand c'est nécessaire, pour aider à gérer l'anxiété directement au niveau du cerveau. Regardons de plus près le premier pilier, la modification du comportement. L'idée ici, ce n'est surtout pas de punir, pas du tout. C'est plutôt d'utiliser de techniques comme le renforcement positif pour encourager le chien à faire autre chose, à remplacer son comportement compulsif par quelque chose de plus sain. Passons au deuxième pilier, la gestion de l'environnement. Pour bien comprendre, le guide nous parle d'un boxeur qui chassait les ombres de façon compulsive. Une partie essentielle de son traitement, ça a été de lui offrir beaucoup plus d'enrichissement, mental et physique. En clair, on lui a donné autre chose à faire, de plus intéressant et de plus constructif, pour qu'il puisse canaliser son énergie différemment.
Et on arrive au troisième et dernier pilier, le soutien médical. Parfois, il faut une aide médicamenteuse. Le guide mentionne plusieurs options. Il y a les ISRS ou les ATC qui sont plutôt pour une gestion à long terme de l'anxiété. Et pour des crises plus aiguës, on peut avoir recours aux benzodiazépines, mais pour une courte durée. Évidemment, et c'est très important, tout ça se fait uniquement sous contrôle et sur prescription d'un vétérinaire. Maintenant, on a parlé de traitement, mais on est d'accord, le mieux c'est encore de ne pas en arriver là. Alors la question se pose, comment agir en amont? Comment faire de la prévention pour offrir un avenir plus serein à nos chiens? En fait, c'est un ensemble de bonnes pratiques, de bon sens. Penser à la socialisation et à l'éducation le plus tôt possible. Mettre en place des routines cohérentes qui sont très rassurantes pour un chien. S'assurer qu'il a assez de stimulation physique et mentale. Et puis bien sûr les bilans vétérinaires réguliers et surtout l'éducation des maîtres pour qu'ils sachent reconnaître les tout premiers signaux d'alerte. Au final, l'objectif derrière tout ça, il est simple. C'est d'améliorer la qualité de vie. Celle du chien, bien sûr, mais aussi celle de son propriétaire. Parce que tout est lié. Et ça passe par la compréhension, la patience et les soins adaptés. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à une question fondamentale, je trouve. Comment peut-on mieux écouter ce que nos chiens essayent de nous dire à travers leur comportement? Comment devenir de meilleurs interprètes? C'est une vraie piste de réflexion pour nous tous. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.